Bonjour à tous et merci de suivre Ailleurs dans le monde. Plus qu'un événement, les élections sont l'aboutissement d'un long processus. Chaque élection comprend de nombreux éléments et implique de multiples acteurs et institutions pendant les périodes préélectorales ainsi que le jour du scrutin et la période post-électorale. Selon les normes internationales, des élections crédibles sont caractérisées par l'inclusion, la transparence, la responsabilité et la compétitivité. Des critères déterminants que les missions d'observation des élections ont la lourde tâche de vérifier. Souvent critiqués par les populations pour leur compte-rendu des élections, qui sont-ils? Comment travaillent les observateurs? Quelle est la légitimité et la crédibilité des missions d'observation des élections? On en parle avec le sociologue Dr Lyle Nikes-Nielbin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et le journaliste Aristide Kenda. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim, merci infiniment. Alors messieurs, en prélude à nos échanges, je vous propose de regarder le sujet d'Astou Touré et de Sédou Ouattara sur le sujet. Au cours des 3 dernières décennies, un mouvement mondial de surveillance citoyenne électorale non partisan a collectivement mobilisé des millions de citoyens du monde entier pour participer au processus démocratique de leur pays en tant qu'observateurs électoraux. Faisant partie du rituel des élections, les observateurs se fondent dans le décor des bureaux de vote, mandatés soit par l'Union européenne, l'Union africaine ou même l'Organisation de la francophonie. Les observateurs internationaux sont de toutes les élections africaines. La mission d'observation en Afrique suscite beaucoup de réactions. D'abord parce qu'en général, les élections ont lieu dans un environnement tendu et les missions sont comme un troisième acteur qui vient s'incruster dans cet environnement tendu-là. Il faut aussi noter que nous, en Afrique, nous sommes en général dans l'apprentissage de la démocratie, ce qui va avec beaucoup d'idées préconçues et de commentaires. Ils ont un rôle d'examinateur et suivent avec précision l'établissement des listes électorales, le déroulement de la campagne, du scrutin, l'ouverture des urnes, un travail minutieux qui dure généralement plusieurs semaines, ayant pour but de décourager la fraude. Leur mission, c'est s'assurer que les opérations soient libres et équitables. Au-delà des observations, ils ont un rôle d'évaluation et peuvent mettre en évidence des recommandations spécifiques pour des véritables élections démocratiques. Pour ce qui est du type de recommandations que nous faisons, les recommandations ont pour objectif d'améliorer les processus futurs. Et donc, ils s'adressent aux acteurs principaux, notamment l'organe chargé des élections, le gouvernement, l'opposition et la société civile, pour que chacun s'implique de la bonne façon pour des processus meilleurs dans l'avenir. Malgré les bonnes intentions et un travail sérieux, les envoyés des organisations internationales sont souvent otages des politiques et la cible des populations qui constatent que les élections ne sont pas toujours libres et équitables. Mais sans l'appui de ces missions d'observation, les élections seraient peut-être encore moins crédibles. Alors, les organisations internationales et les représentants des gouvernements ont surveillé les événements électoraux qui sont déroulés depuis la Première Guerre mondiale. C'est un phénomène qui s'est généralisé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Messieurs, quelle est l'origine, on va dire, le fondement idéologique de cette pratique, Dr Lyle? Le fondement idéologique de l'observation est lié à quelque chose de très simple qu'on appelle le conflit, la rivalité et l'adversité. Le fait que plusieurs personnes convoitent la même chose crée naturellement des tensions entre ces personnes. Et le fait qu'on veuille que la personne, la meilleure personne, la plus compétitive, la plus compétente, soit celle-là même qui arrive à l'arrivée, naturellement, va susciter la création de règles, de telle sorte que l'observation est consubstantielle de la situation de conflit en général et de violence particulière en particulier. À savoir que tout naît d'abord là où il y a conflit là où tout le monde convoite quelque chose de spécifique, tout le monde veut la même chose, ça crée déjà des tensions. Ensuite, quelle est la meilleure manière d'obtenir cette chose-là en étant à égalité, en partant à égalité? C'est déjà une seconde chose. Et après, on essaie de voir comment est-ce que... Parce que si on laisse chacun ne va pas y aller forcément avec des règles claires et nettes et transparentes.
De telle sorte que l'observation, vous l'avez dit pratiquement depuis la fin de la Deuxième Guerre, mais plus principalement depuis ces 30 dernières années, avec des guides, avec l'OIF, avec etc., c'est devenu quelque chose une pratique spécifique pour les élections. À écouter Dr Lille, on a l'impression, Aristide Kenda, que c'est lié à l'aspect démocratique, en fait, puisque conflit ou opposition, il n'y a que lorsqu'il y a plusieurs prétendants à l'élection présidentielle. Absolument, parce que, Fatim, il faut dire que le but donc, de l'observation, c'est d'assurer un processus électoral équitable, suivant les standards internationaux. Et surtout, ça encourage à préserver, à protéger les droits civils et politiques. Il faut dire, Fatim, que de toutes ces activités d'observation, il y a un dénominateur commun, c'est la transparence. Parce que la transparence, c'est un élément fondamental dans le processus électoral démocratique. Il faut dire que l'une des structures les plus importantes des missions d'observation, c'est, je crois que c'est... les Nations Unies. Les Nations Unies, avec sa branche d'assistance électorale. Le début là m'échappe. Donc eux, ils sont permanents, ils ont des personnels permanents, des experts en élection et puis des observateurs qui restent longtemps. Alors que l'Union européenne a deux types d'observateurs, ceux qui viennent, ce qu'on appelle le court terme, ceux qui viennent juste la veille et repartent 2 jours après avoir donné leur rapport, et ceux qui sont là longtemps avant. Longtemps avant, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas envoyer plus d'observateurs, pour la simple raison que quand ils viennent un mois avant, ceux du long terme, ils observent les zones à risque, puisqu'il a dit tout à l'heure, Dr Lee, les rivalités peuvent engendrer des tensions. Ils observent les zones à risque, ce sont ces endroits qu'on observe. Et après, il faut donc faire des recommandations, comme a dit la dame dans l'élément, pour prévenir les autres conflits. C'est ce qu'on appelle les politiques de mémoire. Alors, vous parliez des 30 dernières années, et on parle généralement de la fin de la Première Guerre mondiale, pour un peu dater l'origine de cette pratique. Mais quels étaient les pays concernés? Parce qu'on a souvent l'impression que ça suscite des réactions quand ça concerne le continent africain, alors que c'est partout ailleurs qu'on observe les élections. Effectivement, l'Amérique centrale, l'Asie ont été des grandes zones. Et si vous regardez toutes les chartes, les guides qui ont été élaborés, ça a été élaboré pour les pays asiatiques, le Timor oriental, etc., même aussi pour l'Irlande. Bon, l'Europe, il y a eu des cas assez rare, mais il y a eu quand même le Kosovo, mais essentiellement c'est l'Afrique. Parce que déjà, très souvent, vous avez dit, la démocratie, c'est un exercice difficile. Et on s'est rendu compte maintenant à la lecture que c'est un exercice culturel. C'est-à-dire le principe d'être libre, de donner ma voix à qui je veux, comme il a dit, de manière transparente, mais surtout de manière sécurisée, de manière aussi préventive, etc. Parce que souvent, on sort des luttes armées. Voilà pourquoi certains pays sont plus exposés. Parce que si vous prenez le cas de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, il y a eu beaucoup de dictatures. C'est après cela qu'on a passé à ces processus-là. En Afrique, il y avait les partis uniques. C'est après cela qu'on a pensé à cela. Donc, ça fait que chez nous, il y a plus de crispation, en quelque sorte. De telle sorte que cette question de transparence, du processus, en fait, c'est-à-dire que ce soit les hommes politiques, ça doit être transparent, sécurisé, qu'on n'exclut personne, que ce soit les organes même qui organisent aussi, tout ça, cela doit être transparent, ça doit être sécurisé, que ce soit les électeurs eux-mêmes, cela doit être transparent, sécurisé, les listes doivent être transparentes et sécurisées, la presse, on n'en parle pas assez, la presse aussi doit être transparente et sécurisée, les observateurs eux-mêmes, qui observent quoi? Parce qu'avant même d'aller à l'observation, vous allez sortir un mot intéressant, c'est celui de la légitimité de l'observateur. Le paravent de l'ONU ne veut pas dire grand-chose. Le paravent de l'Union européenne ne veut pas dire grand-chose. Il a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. N'attendons pas le jour même, le jour dit, un mois avant. Les élections, c'est tout un environnement. 5 ans avant, qu'est-ce qui s'est passé? 5 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qui se passera après? Mais justement, à vous écouter, encore une fois, on a l'impression que c'est quand même un aveu d'échec pour le continent africain, puisque le jour du scrutin et aussi en amont, on a besoin d'avoir des observateurs. Et puis après le scrutin, on a aussi nos institutions indépendantes, commissions électorales et autres. Ça fait quand même 2 institutions importantes pour surveiller nos jeunes démocraties. Le mot revient à la transparence.
Avant de continuer, Fatim, il faut dire, pour revenir à l'observation des élections dans le monde, que même les élections américaines, j'ai dû appeler avant cette émission au Cameroun pour savoir s'il y a eu des missions d'Afrique qui sont allées. Oui, l'organe des élections au Cameroun qui s'appelle l'ECAM est allé observer les élections aux États-Unis. On peut même dire, en rire, puisqu'on critique cet organe qui est comme la CEI ici, mais qui va aux États-Unis pour observer les élections américaines. Donc on observe les élections dans le monde entier. Mais en Afrique, c'est depuis les 30 dernières années. Mais ce n'est pas un aveu d'échec, Fatim. Dr Ly l'a dit, nous sommes en construction démocratique. Et le problème que nous avons, avant même qu'on arrive à la sincérité du vote, avant qu'on arrive à la sécurisation des votes, que ce soit transparent, le problème c'est que nous n'arrivons pas à intégrer ce système démocratique qu'on nous impose, qui est la démocratie libérale. Et vous avez même vu que même chez les Européens et même chez les Américains, il y a des démocrates illibéraux qui profitent des règles démocratiques, mais qui peuvent imposer autre chose. Parce que justement, les gens, ça leur envoie une image, une dissonance cognitive. Quand je prends tout l'exemple du Rwanda, le Rwanda a mis sur pied un modèle démocratique où les élections deviennent la fête. Le problème que nous avons, c'est que après la chute du mur de Berlin et le discours La Bolle, d'abord le discours La Bolle, la chute du mur de Berlin, les Africains, ceux qui ont pris le devant, les hommes politiques africains, ont mal installé le processus démocratique. Ils ont mal installé la démocratie, la politique. Ils n'ont pas pris le temps de former les masses, ce qui fait que d'ailleurs, je reviens au livre de Kourouma, en attendant le vote des bêtes sauvages, ça dit que c'est le bétail électoral qu'on draine. Et souvent même, vous posez la question aux hommes politiques, comment est-ce que vous faites pour former les masses? Ils vous disent, laissez ça d'abord, pour l'instant, l'essentiel c'est qu'on arrive au pouvoir, quand on arrive au pouvoir, on va le faire. Et c'est pour ça que quand l'élection arrive, ça devient très tendu. Et après, il suffit d'un moindre rien pour que ça bascule dans le drame. Mais à vous écouter, vous, on va dire, vous imputez la responsabilité aux pères fondateurs. Mais 60 ans après, qu'ont-ils fait, les chefs d'État qui sont succédés? Moi, je pense que c'est ce qu'il a dit. Le ver est carrément dans le fruit. Il a dit, là où les autres proposent des projets de société, gauche, droite, libérale, communiste, etc., nous, on propose des noms et des ethnies, et jusque-là, on n'a pas encore dépassé cela. C'est pour ça que j'ai parlé d'une démocratie qui tend à être culturelle. Un autre élément de culture mal appliqué à la démocratie aujourd'hui, c'est que la démocratie, c'est un jeu à somme nulle. Celui qui gagne, l'autre perd. Mais nous, quand on va aux élections, tout le monde convainc ses partisans, et ça ne devient plus des partisans, ça devient des fans, qu'ils vont gagner. Et que s'ils ne gagnent pas, c'est parce qu'on les a volés. Voyez-vous, c'est-à-dire on ne va pas sainement à la compétition. Il y a déjà même un formatage malsain dans la tête des politiciens. On ne sait pas reconnaître la défaite? Je l'ai dit déjà parce qu'en 2003, j'avais proposé quelque chose de simple et d'élémentaire pour toute la démocratie mondiale. C'est simplement les sondages. Les sondages servent à décrisper l'atmosphère. C'est vrai que ce n'est pas une science exacte, mais à peu de choses près, elle arrive à toujours prédire le vainqueur. À peu de choses près, puisqu'on a des contre-exemples. Aux États-Unis, voilà, il y a l'exception qui confirme la règle, quelque part. Je voudrais juste ajouter, Fatim, allez-y. À la suite de Dr Ly, et il fait bien de le dire, Dr Ly, moi je pense sincèrement que les élections, pour revenir en Afrique, ces élections de 2020 dans les pays africains, signent l'arrêt de mort des elders. C'est le départ des elders. Parce que, effectivement, si on avait fait un sondage avec des instituts de sondage crédibles, sérieux, on aurait compris dès le départ les tendances et les résultats auraient confirmé les tendances, les statistiques, les prévisions, les pronostics des instituts de sondage. Donc, ces dernières élections 2020 en Afrique signent l'arrêt de mort politique des elders. Monsieur, il y a plusieurs types de missions d'observation, locales ou venues d'un pays étranger. Certains observateurs sont issus de la société civile et d'autres représentent des institutions régionales ou internationales. Doit-on appréhender toutes ces missions d'observation de la même manière? Quels sont les atouts et les avantages aussi bien de la société civile que des grandes institutions internationales? Pour moi, les missions locales devraient être celles qui devraient être en avant. Parce que nous avons parlé de violence politique, de violence électorale,
d'environnement local, la meilleure connaissance doit venir des sociétés civiles elles-mêmes. Parce que dans les schémas d'instrumentalisation par les politiques, c'est toujours et encore la même société civile, vous, moi, tout le monde, qui savons exactement ce qui se joue. Alors que si l'ONU envoie ses observateurs à l'hôtel pour telle période, selon des canevas propres à eux d'observation, de langage propre à susciter la haine ou pas, voyez-vous que c'est dans un formatage particulier. Mais nous pensons que ceux qui peuvent de manière très active, très utile, très intelligente, agir, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas surveiller les élections françaises? Oui. Excusez-moi, Oui. parce que les Français eux-mêmes savent que leur ministère de l'Intérieur est capable d'organiser des élections libres, transparentes, garantissant le même nombre de temps d'antenne, etc. à tout le monde. C'est là où il y a méfiance, mais la méfiance ne vient pas de l'ONU ou de l'Union, ça vient de nous. Mais on a installé la CENI et toutes ces institutions, justement, puisqu'il y avait des défaillances au niveau des ministères de l'Intérieur pour les précédentes élections. Donc, juste là, une parenthèse. Hein. Nous, pour nous sociologues, ceux qui se décrètent quelque chose ne le sont pas. Si vous êtes un organe indépendant, vous n'avez pas à vous proclamer indépendant. Le tigre ne prône pas sa tigritude, il saute sur sa proie. Alors, Fatim, pour une fois, je suis d'accord à une émission avec Dr Ly. Lille, on n'est pas toujours d'accord. Mais, Fatim, ce qu'il dit et qui est important, c'est l'observation citoyenne. Exact. L'observation citoyenne, parce qu'il n'y a pas que l'observation des organisations internationales, des ONG, il y a l'observation citoyenne. Il faut donc qu'on conçoive un modèle démocratique pour gérer notre propre cité et qu'on en soit fier. Mais les gens ne le veulent pas, Fatim. C'est pour ça que même la presse, qui est la fille aînée de la démocratie, les gens ne veulent pas que la presse soit libre, indépendante, qu'elle soit proactive, qu'elle soit responsable. On veut toujours l'infantiliser parce que justement, on sait qu'on va surfer sur un certain nombre d'automatismes langagiers qui sont inopérants et qui entraînent rapidement dans le drame. Parce qu'ils ils sont devenus des croque-morts politiques, ils veulent toujours compter les morts pour donc justifier des actions de défiance, des actions de reconnaissance, d'auto-reconnaissance des victoires. Mais, messieurs, sans vous accuser de crédulité, l'individu lambda, en tout cas la société civile, manque peut-être de professionnalisme dans cette perception des enjeux par rapport aux élections. C'est ce que je vais vous expliquer, Fatim. Autant le peuple a les chefs qu'il mérite, autant les chefs ont le peuple qu'ils méritent. Autant on a la société civile qu'on mérite. Tout à l'heure, il a dit, ça s'appelle une formation politique. En Europe, chaque parti a une école et il forme les gens. La politique, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de la spontanéité, ce n'est pas de l'émotion. La politique, c'est de la raison. Quand on laisse les hommes, ce sont les instincts, ce sont les pulsions, ce sont les désirs. Mais quand on commence à former les gens, on va vers ce qu'on appelle le vivre ensemble. On peut se combattre le temps d'une élection, mais on vivait ensemble avant, on vivra ensemble après. Mais tout ça, c'est dans les écoles de formation politique qu'on apprend cela. Quand on dit lui, il est un libéral, ça veut dire quoi? Lui, c'est un de gauche, ça veut dire quoi? Mais c'est tout ça qui fait qu'après, on va aux élections en se disant que le meilleur projet de société va triompher. Excusez-moi, je termine, mais ne dites pas, oui, ils ne sont pas professionnels, mais le professionnalisme viendra d'où? En dehors de notre environnement dans lequel nous devons mener nos apprentissages. Allez-y. Juste pour dire, Fatim, à sa suite, et ça, cette émission me plaît tellement parce que je suis en phase avec Dr Lille, pour dire quoi? Ce que Dr Lille vient de dire, c'est que il faut qu'on trouve un moyen de trouver le consensus chaque fois, parce que le consensus est patrimonial, parce que nous sommes en train de créer une nation. Il a parlé de formation, mais il y a la culture politique, en plus du système politique. Mais la culture politique, c'est quoi? C'est la dimension cognitive, la dimension affective, la dimension évaluative. Mais les Africains, les hommes politiques africains, préfèrent mettre en avant la dimension affective, créer des clivages à partir des ethnies. C'est très dangereux, il faut qu'on forme les masses, tout le monde peut parler politique,
Quand on entre dans un parti politique, on va de la base, sous-section, section, on entre dans le comité central et puis on grimpe les échelons. Mais en Afrique, on a vu à un certain moment, les gens ont profité des situations de crise pour donc créer des agoras, pour créer des grains, pour créer des endroits où les gens parlent de tout sauf la politique et ils pensent qu'ils sont en train de faire la politique. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les observateurs et sur peut-être leur grille de lecture, ou en tout cas les outils qu'ils utilisent pour juger d'une élection, de sa crédibilité. Et Dr Lee, je m'adresse à vous directement parce que c'est souvent là qu'on leur fait beaucoup de reproches à ces observateurs lors des recommandations, lors des bilans, puisqu'ils semblent être en déphasage avec la perception des populations quand ils disent que tout s'est très bien passé durant le scrutin, durant l'élection elle-même. Il y a deux problématiques. Est-ce que la première, ce n'est pas que finalement c'est une science sociale? Donc comment qualifier, quantifier, mesurer une élection crédible, transparente, inclusive? Comment faire? Tout à l'heure, il a parlé de consensus. Une élection, ce n'est pas une spontanéité. Il y a d'abord un décret qui dit exactement qui est électeur, qui est éligible, comment on constitue les listes électorales, avec quels documents on doit voter, etc., etc., etc. Si ces choses-là sont faites de manière consensuelle, jusqu'au choix même de ceux qui peuvent candidater de manière consensuelle et que le peuple est formé. Moi, je peux ne pas réunir tous les documents et à la fin, je décrète qu'on m'a mis de côté. Mais si le peuple n'est pas formé, ils vont dire oui, comme il n'est pas de la bonne ethnie, on l'a mis de côté. Alors que tout simplement, je suis de mauvaise foi. Donc, il y a toute une responsabilité qui pèse sur la clarté, la transparence et la formation même de tous ceux qui doivent prendre part au processus. Parce que quand vous regardez, les observateurs, c'est à la sortie. Mais en amont, qu'est-ce qui se passe? Combien de gens ici sont capables de vous dire ce que dit la Constitution en matière d'électeurs, d'éligibilité, les instances qui sont censées plus ou moins sélectionner, comment on prend un dossier, comment on le finalise, tout le process. Beaucoup de gens sont totalement à côté. Et c'est l'émotion. Il a été pris, il n'a pas été pris. On s'arrête à cela simplement. De telle sorte que quand on arrive à ce stade-là, on n'a pas la culture politique dont il est en train de parler, parce que la culture politique suppose quoi? Suppose que police, c'est la cité pour nous tous. Et quand vous créez le désordre dans la cité, ça vous impacte. Quand vous créez aussi du bien-être, ça vous impacte. Mais si cette culture-là, nous l'avons tous, et qu'on s'est dit qu'à un moment donné clé de la nation ou de la cité, il faut bien que quelqu'un prenne les rênes. Mais il prend les rênes sur quelle base? Sur un projet de société. Un exemple très simple. C'est aujourd'hui, aux États-Unis, tout à l'heure, je voulais rebondir dessus, qu'on se rend compte d'où vient Joe Biden. Un petit village où il y a en 1893, ses parents étaient là-bas, après à la suite de... Mais on n'a jamais su d'où venait Joe Biden. C'est maintenant qu'il est président qu'on est allé rechercher ses racines. Mais demandez ici en Côte d'Ivoire, dès que quelqu'un se positionne, mais on met son village tout de suite sur lui, que ce soit au Cameroun, partout. Vous voyez, donc c'est déjà malsain à la base. J'aimerais qu'on s'intéresse peut-être aussi à une autre problématique qui concerne la recommandation des observateurs. Ça concerne la non-ingérence. On ne peut pas demander aux observateurs de faire plus qu'observer des élections puisqu'on serait dans une situation d'ingérence totalement. Il y a la souveraineté nationale et en plus, le jour des élections, c'est là où elle est la plus forte. Alors, Fatim, la démarche des observateurs, elle est éthique. Oui. Elle est éthique. Et quand c'est éthique, ça concerne la légitimité. Et vous voyez bien, souvent, les rapports de certains observateurs peuvent affecter la sincérité du scrutin, et ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas un rôle coercitif. Oui. Ils ont un rôle éthique. Ils font des recommandations pour qu'on corrige certaines choses. Il n'y a pas que les résultats du vote. Il y a, par exemple, la qualité des outils qu'on utilise, peut-être l'encre, je dis n'importe quoi, les listes électorales, ainsi de suite. Il n'y a pas que simplement le nombre d'électeurs ou bien le nombre d'inscrits ou bien des bagarres dans les bureaux de vote. Donc, il y a même tout le processus
que l'on observe de bout en bout. Donc, leur rôle est éthique et il est très fort, ce rôle-là. C'est même un rôle très fort. Je prends même le cas de la presse. Vous savez que dans la presse, ce n'est pas l'organe de régulation qui est plus fort vis-à-vis des journalistes, mais l'organe d'autorégulation lorsque les pairs eux-mêmes vous condamnent. Alors que là, ce sont les observateurs qui vous disent, en tant qu'organisateur d'une élection, que là, il y a eu peut-être des fraudes, là, il y a eu empêchement de vote, ainsi de suite. Ce rapport peut entacher, peut affecter la crédibilité du scrutin. Bien. Justement, je voudrais rebondir là-dessus. En fait, ils ont un rôle de facilitation. C'est pour ça que si ce rôle devient interne, en attendant les autres où on va parler d'ingérence, on comprendra mieux. Parce que nous-mêmes, nous voyons comment c'est difficile d'être de bonne foi. De telle sorte que vous allez voir, par exemple, quand un observateur va dire « ils ont violé une femme dans un bureau de vote », ça peut paraître aussi grotesque que ça paraît, mais ça arrange certains de croire que ça s'est passé. Tout comme aussi, certains vont dire, effectivement, nous, on n'a pas vu plus de 10-15%. Et ça n'arrange pas des gens qu'on le dise. Voyez-vous? C'est pour ça que c'est la culture même de l'observation qui doit rentrer dans la politique. Parce qu'à la fois, vous leur demandez de ne pas s'ingérer, parce qu'ils ne sont pas acteurs. En même temps aussi, vous leur recusez le rôle de facilitateur. Parce que c'est des sonneurs, ils tirent des sonnettes d'alarme. C'est pour ça que si une bonne observation devrait être collée à ce qu'on appelle de la diplomatie préventive. Entre deux élections, quels sont les signes avant-coureurs qui nous amènent vers des élections transparentes, inclusives, apaisées, etc. Ou bien quels sont les signes qui nous amènent vers l'inverse. De telle sorte que, observateurs ou pas, vous l'avez si bien dit, ce ne sont pas les acteurs, forcément. C'est la fin de cette émission, messieurs. Merci pour votre contribution. Déjà, Fatim, ça va très vite. Ça va vite. Nous sommes pris par le temps. On se quitte sur cette citation. Il y a plus de chances de rencontrer un bon souverain par l'hérédité que par l'élection, de Napoléon Bonaparte. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une émission exceptionnelle en direct de Ouagadougou consacrée à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Bonne suite des programmes.